voilà, pour le moment on n'est pas encore très nombreux, mais d'autres nous rejoindront sûrement après la petite pause. Donc ici c'est une petite table ronde où dans la progression un peu qui a été proposée, on pose une question qui évidemment touche à la fois aux questions de solidarité et aux questions d'écologie. Ce sont des questions qui ne sont pas portées de la même manière par les différentes générations. On ne réfléchit pas à ces questions-là de la même manière quand on a 20 ans, ou 25, ou quand on en a 50, ou quand on en a 75. Ça n'a pas le même impact sur nos vies, et on ne se projette pas de la même manière dans la société ou dans les choix à poser dans ces différentes générations. Alors, avant que mes intervenantes puissent prendre la parole, donc moi je m'appelle Dominique, je suis l'animateur de ce petit groupe, donc je vais faire circuler la parole, et je vais leur demander de se présenter un peu, à tour de rôle. Et juste avant de faire ce petit exercice, je voulais vous rappeler aussi simplement qu'on se projette un peu. Vous savez, on entend actuellement parler des boomers et de tous ces effets de génération. Et on a commencé à qualifier d'ailleurs ces générations avec des lettres, la génération Z, la génération X et la génération Y. Et c'est toujours intéressant quand on est un collectif, quand on prend la parole, de dire tiens, moi à leur âge, qu'est-ce que j'ai vécu? Et donc il suffit de s'imaginer, les gens, la génération de mes parents, qui sont nés dans les années 30, 33, 38, c'est une génération qui maintenant sont des personnes âgées, voire très âgées, mais qui sont nés avant ou pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont grandi dans leur jeunesse avec le souvenir qu'on a traversé le pire. On a vu le pire de notre vivant, on a vu 70 millions de morts en 5 ans, sur un continent qui se déchire d'une manière ignoble, et ailleurs aussi d'ailleurs. Voilà. Et ils ont grandi comme jeunes adultes dans les années 50, 60 en disant il faut reconstruire. Avec cet élan incroyable des 30 Glorieuses où ils ont bénéficié, par un alignement des planètes assez inouï, d'une accélération économique incroyable qu'on n'a jamais vue et qui leur a permis de passer en 40 ans de familles souvent pauvres, voire très pauvres, à une vie plutôt agréable, et d'un côté agréable qu'on n'a jamais sans doute connu sur cette planète, ce niveau de vie-là auparavant. Et après cette génération, il y a ceux qui sont nés après-guerre, qui n'ont pas connu la guerre, mais qui avaient 20 ans dans les années 60, 70, et qui, par un effet d'onde de choc sans doute, ont voulu remettre en cause le modèle qu'ils ont hérité, en disant mais quand même, on ne s'est pas reposé les questions de fond. Pourquoi on en est arrivé à ces guerres folles, à la guerre d'Algérie, aux guerres coloniales et tout ça. Et donc cette jeune génération-là a voulu remettre en cause ce modèle. Pas toute, mais une partie de cette génération-là a voulu s'interroger sur pourquoi ce modèle peut être toxique et qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau à notre mesure. Comment se débarrasser des vieux mandarins pour refaire du neuf. Et puis encore une génération plus tard, dans les années 70-80, une génération qui, elle, a dû s'affronter à la crise du pétrole et à la fin des 30 Glorieuses, et elle a dû grandir. C'est un petit peu ma génération, et pendant toutes mes études, on m'a dit de toute façon, tu peux faire les études que tu veux, tu n'auras pas de boulot à la fin. Donc quand vous grandissez dans ce monde-là en disant que c'est le chômage qui nous attend, c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Et puis encore une génération après, la génération des digital natives, ceux qui sont nés avec les ordinateurs, qui rentrent dans le monde des téléphones portables et dans le monde de vous tout particulièrement, c'est vos générations, et qui naissent avec ces instruments que nous n'avions pas connus dans notre jeunesse, et pour qui c'est évident. Et puis arrivent encore des générations les plus jeunes parmi nous, qui là sont en train de naître dans ce monde avec l'intelligence artificielle qui va prendre en tout cas, peut-être pas tout, mais beaucoup, en termes d'énergie, en termes de représentation. Voilà. Et nous sommes, il faudrait qu'on fasse le tour, mais on n'a pas le temps, mais on est des représentants de ces différentes générations. Et donc nos projections mentales, nos manières d'imaginer le monde ou de qu'est-ce qu'il faut y faire ne sont pas les mêmes. Voilà. Et donc l'exercice que nous faisons, c'est de nous remettre à l'écoute de la génération plus jeune parmi nous. Il faudrait aussi écouter les enfants, mais il n'y en a pas parmi nous. Et donc on va donner la parole à celles qui sont parmi nous. Et je vous invite à vous présenter, dire un peu quel est votre parcours, quel est votre engagement. Et puis on reviendra après sur, avec ce que vous êtes aujourd'hui, comment vous vous projetez par rapport à ces questions de solidarité et d'écologie.
Ça va? On fait un premier petit tour, vous vous présentez chacun. Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 18 ans, bientôt 19. Je suis en première année de BTS. Je suis également servante d'hôtel depuis pas mal d'années, presque 9 ans bientôt. Et je suis jeune bénévole au Secours Populaire. Bonjour, moi je suis Stéphanie. Je représente les Scouts et Guides de France du groupe de Paléto. Et au sein de ce groupe, je suis animateur spirituel, de la vie spirituelle. Voilà, sinon je suis maman de 3 enfants de 20, 18 et 14 ans. Et je suis biologiste de profession. Bonjour, moi je m'appelle Alice, j'ai 20 ans, je suis étudiante en communication culturelle. Et je suis cheftaine Scout et Guide de France chez les 11-14 ans, donc je m'occupe du collège principalement. Et à côté, j'ai beaucoup d'engagement, surtout dans l'événementiel, vu que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Geneviève, j'ai 25 ans et actuellement je travaille à Évry chez des sœurs où je suis maîtresse de maison. Et en parallèle de ça, j'habite dans une colocation solidaire qui a été installée dans un ancien couvent dominicain. Et l'idée, c'est de partager notre quotidien entre des volontaires qui ont un boulot, un appart, enfin voilà, qui prennent l'engagement de partager leur quotidien avec des personnes qui ont connu la galère. Donc ça peut être des personnes qui ont été à la rue, des personnes qui sortent de prison, voilà, c'est différentes personnes qui ont connu des addictions aussi. Donc c'est différents profils et nous on est une coloc très intergénérationnelle à Évry puisque moi je suis la plus jeune et on a des colocs qui ont 50, 70 ans. Donc on est 8 et voilà, c'est vrai que ça fait un peu le lien avec l'intergénérationnel, c'est ça, c'est bien présent. Donc vous avez repéré donc Geneviève, Alice. Stéphanie, bravo. Et Eva, ça va, comme ça vous pouvez les interpeller tout à l'heure si vous avez envie d'échanger. Alors, avant qu'on discute avec vous, moi ce que j'aimerais vous renvoyer, c'est pourquoi vous avez choisi de venir à ce groupe-là. Quelle est la question qui vous travaille quand on parle d'intergénérationnel par rapport aux questions de solidarité ou d'écologie? Voilà, la parole est à vous, juste quelques secondes. Oui, bonjour, je suis Élise. Moi, je trouve ça intéressant parce que je suis maman de 3 jeunes, de 22, 20 et 17 ans. Et je me rends compte que leur relation à l'écologie est très différente de celle qu'on peut avoir peut-être nous, enfin les gens de mon âge. Et par contre, je trouve qu'ils sont très solidaires entre eux, enfin, de ce que j'observe un petit peu à Évry, notamment là où je vis. Mais c'est vrai que je me questionne beaucoup par rapport au regard et la relation avec l'écologie. En fait, c'est plus ça par rapport aux jeunes qui, moi, mes enfants me disent, on nous a tellement saoulés avec ça à l'école que, franchement, ça nous gonfle. Ouais. D'autres? Première donne, comme ça. Vas-y. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi, quand on organise des événements de sensibilisation à l'écologie, on n'a que des vieux. Presque, quand même pas que, mais presque. Est-ce que peut-être déjà... C'est peut-être les événements que moi j'organise. Alors, pour répondre un peu, enfin, je sais pas s'il faut vraiment répondre, mais moi je suis en études de communication et donc je m'intéresse à comment accueillir des nouveaux publics. Et c'est vrai que on est dans un endroit, on est dans un moment où on ne va pas réfléchir à notre public, on va plutôt réfléchir au sujet et on va l'imaginer par nous-mêmes. Et du coup, on va préparer quelque chose qui nous intéresse à nous-mêmes. Et c'est vrai que peut-être ce que tu fais comme événement, c'est surtout des personnes de ton âge qui le créent et qui utilisent ce qui leur touche. Et on est quand même dans une génération qui change, où on est beaucoup sur les réseaux sociaux, où on est beaucoup sur... Il y a quelque chose de nouveau qui est là. Moi, je suis avec des 11-14 ans. On est sur une génération qui est de plus en plus sur les écrans, etc. Du coup, il faut les emmener vers un autre biais.
Et actuellement, je suis en stage à la Fondation Good Planet, qui est une fondation donc, sur l'écologie. Et en fait, ils organisent des événements de sensibilisation pour de la maternelle aux entreprises pour du team building, etc. Et au château de Longchamp où je travaille, il y a des enfants entre 3 ans et 11 ans. Hier, il y avait des 11 ans. Et en fait, ils sont hyper intéressés parce que c'est des sujets qui leur touchent. Et il faut essayer de tourner pour que ça leur touche eux, parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt que des enfants de 11 ans, 14, 20 ou 30. C'est le paradoxe, je dis juste ça dans le groupe de presse où je travaille à Bayard, où il y a beaucoup de revues pour enfants, où on essaie de faire la sensibilisation à l'écologie, et les rédacteurs en chef disent toujours, jusqu'à 12 ans, les enfants sont hyper mobilisables, ils font des campagnes, etc. Puis à 12 ans, ils ont leur premier téléphone portable, et là on les perd. On n'arrive plus à l'immobiliser. Alors c'est peut-être un peu de provocation, mais continuons à réfléchir. Il va. Et du coup, pour rebondir un peu ce que vous avez dit toutes les deux, sur notre génération, c'est vrai qu'à l'école, moi du coup j'ai 18 ans, donc je sors tout de suite du lycée, j'ai fait des spé qui touchent un peu à l'écologie, donc j'ai fait SES, sciences économie et sociales, et histoire, géopolitique et sciences politiques. Et c'est vrai qu'on voit chaque année l'environnement. On refait tout le temps les mêmes chapitres, on dit toujours les mêmes choses. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est redondant parce qu'on ne sait plus trop quoi dire et comment agir. Et encore une fois, pour les événements, je pense que tes événements, ils sont trop cool. Mais c'est juste la manière dont faut appâter les gens. Il faut trouver des éléments qui vont faire envie à des gens qui ne sont pas de la même génération que vous. Et c'est ça qui va faire... Le problème, c'est aussi les canaux de communication. Oui, c'est ça aussi. Ils ne sont pas du tout synchrones. C'est ça, exactement. Ils se rencontrent pas. Prise de parole derrière. Oui, alors c'est peut-être un élément de réponse et c'est aussi la raison pour laquelle moi je suis là, sur l'intergénérationnel. Je ne dis pas tous les jeunes, mais chez beaucoup de jeunes adolescents, je les trouve, et c'est bien, préoccupés par de grandes causes, très investis, notamment avec l'ESP, il y a un contenu disciplinaire qui est donné, donc ça les mobilise, il y a les réseaux, il y a ce qu'on voit à la télé, donc je trouve ça très bien par rapport à il y a quelques années, même pas mal, quelques dizaines d'années, où peut-être on n'avait pas la possibilité d'avoir tout ça, cet accès-là en tout cas. Donc les jeunes, je les trouve mobilisés quand ils sont en groupe, c'est l'effet un peu de groupe, donc on a cet accès aux grandes causes et on veut y aller, mais par contre, à titre individuel, il y a moins de choses qui se font parce qu'ils se sentent peut-être moins concernés. Voilà, et c'est ça moi qui m'intéresse, comment les rendre vraiment investis d'une mission pour soi et pour les autres. Voilà, pas que en groupe en fait. Alors moi je fais aussi beaucoup une distinction entre la théorie, entre guillemets, enfin les grandes idées justement qu'on va pouvoir apprendre dans le cadre scolaire, les échanges et les connaissances qu'on va pouvoir avoir sur les enjeux économiques. Et donc ça c'est un peu l'éducation formelle, et puis là je suis super contente de voir des scouts parce qu'il y a l'éducation non formelle, c'est-à-dire il y a l'immersion. Et pour moi les jeunes, même s'ils ne font pas nécessairement, ils sont même peut-être saturés d'informations sur les enjeux environnementaux, la catastrophe, etc. Expérimenter concrètement la sobriété d'un camp scout où tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'eau courante, tu dois faire 500 mètres pour aller chercher ton eau, et du coup tu vas vraiment faire attention de bien l'économiser et de ne pas la gaspiller. Et puis en même temps que ce contexte-là, qui n'est pas du tout l'hôtel 5 étoiles où tu es au bord de la piscine pendant une semaine ou 2 semaines, et où tu as la clim dans ta chambre, et ben, c'est un contexte où tu es extrêmement heureux. Et ça, c'est super important. Comprendre que, en fait, la sobriété, c'est pas nécessairement avoir toutes des têtes de 50 kilos et être tous en train de se serrer la ceinture et de ressentir un renoncement coûteux, douloureux, et qu'en fait, on peut être très heureux dans un contexte où on a un impact carbone qui est complètement minimalisé, pratiquement égal à 0. Ça, pour moi, c'est l'éducation non formelle du scoutisme, etc. C'est l'immersion dans l'écologie
en acte. Et ça, et avec toutes les dimensions Alpes, habiter autrement la planète, c'est expérimenter une manière différente d'habiter la planète, une manière différente d'être au monde et ancrer en profondeur avec les 11-14 ans dans leur truc que en fait je peux être heureux sans me laisser capter par les sirènes de la consommation à haute dose et du jetable et de tout ce qu'on veut me dicter comme désirable et comme clé de bonheur, tu vois. C'est vrai que nous, chez les Scouts et Guides de France, on essaye d'avoir une pédagogie qui change par rapport aux âges, puisque un enfant, du coup nous on commence à 6 ans, un enfant de 6 ans n'a pas la même réflexion qu'un enfant de 17 ans ou même après jusqu'à 20 ans. C'est pour ça que sur les 8-11 ans, ça va être plutôt l'éveil à l'écologie par rapport à la vie dans la nature, par rapport au fait que faire une cabane dans un arbre, c'est super fun et on n'a pas besoin d'avoir du plastique, d'avoir une cabane en plastique pour jouer. On a tout ce qu'il faut autour de nous. Chez les 11-14 ans, on commence à avoir de l'action puisqu'ils sont un peu plus grands. Ils peuvent avoir des projets qui sont créés par leurs animateurs et animatrices. Et ils vont aussi être un peu plus sur la création aussi au niveau de la nourriture. On va essayer de manger plus léger, essayer de leur faire comprendre que vous n'êtes pas heureux en mangeant un steak. Vous pouvez être heureux en mangeant un steak de pois chiches et ils sont très heureux à la fin du camp de découvrir ça. Et après, chez les 15-17, c'est eux qui vont créer leur propre projet où ils vont réfléchir, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui les intéresse et du coup créer un projet. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est ils vont pas se dire forcément pour m'amuser pendant 3 semaines cet été, il faut que je prenne l'avion pour aller au fin fond de je ne sais pas quel pays, alors que là cette année nos rouges ils partent, donc nos 15-17 ans ils partent à Lourdes et ils sont très contents de prendre le bus pour aller aider justement au sanctuaire de Lourdes qui les accueille puisque justement le sanctuaire de Lourdes a des programmes pour ces âges-là. Et après, plus tard, c'est des adultes qui créent, les 17-21 ans, qui créent leur propre projet et qui partent parfois à l'étranger. Moi, je suis partie au Monténégro en train pour un projet écologique, justement, parce que c'était ce qui nous faisait vibrer et c'était ce qui était hyper important pour nous, de ne pas prendre l'avion pour un projet d'1 mois. Et donc, on a créé ça et on a essayé de créer quelque chose de complètement écologique en faisant attention à ce qu'on allait manger, à nos moyens de déplacement, etc. Et en fait, on apprécie de se dire on fait quelque chose pour la planète tout en vraiment passant 1 mois vraiment très bien où on vit des expériences extraordinaires en fait. On voit bien que expérimenter, que tu peux passer une semaine sans manger de viande sur ce que tu dis, c'est vraiment l'expérimentation. C'est vraiment l'expérimentation, je me mets dedans, hein, parce que c'est vrai que le discours on entend beaucoup de discours à l'école, on fait des petites actions, mais finalement, alors ce qu'on vit au scoutisme, hein, c'est cette écologie intégrale, c'est vraiment, on est entièrement dedans, et c'est une proposition que je pense qu'on peut faire aux jeunes, c'est de dire de vivre pleinement des propositions et de pas subir juste un enseignement, mais d'être dedans pleinement. Je pense que ça c'est un message qui est aussi ce que vous vivez aussi dans d'autres associations, hein, c'est de c'est vivre ce que j'allais pleinement. dire, oui, peut-être pour Geneviève et Eva. Vous, c'est plutôt la question de lien des populations plus en difficulté, la précarité, les questions de solidarité. Et là aussi, est-ce que votre présence de générations plus jeunes fait poser les questions autrement ou fait aborder ces questions qui sont éternelles d'une certaine manière avec un nouveau regard? C'est sûr que c'est un peu un challenge, hein, de vivre avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées, ils n'ont pas les mêmes rythmes de vie, ils n'ont pas les mêmes habitudes, et puis on voit aussi que parfois il y a des choses qui sont ancrées et qui ne sont pas faciles à changer.
comme on arrive tous avec cette bonne volonté de vivre en coloc, de partager notre quotidien et de faire en sorte que ça se passe bien, et bien c'est une énorme source d'enrichissement. Et moi ça me semble crucial. Alors l'écologie est effectivement un point très important, mais pour moi l'écologie humaine est presque plus importante parce que la dignité de l'homme n'a pas de prix. Et effectivement c'est super d'adapter son mode de vie et d'essayer d'avoir le moins d'impact possible sur la planète, mais si c'est pour laisser mourir des personnes de faim dehors, je trouve que c'est pas, en tant que chrétienne, moi je trouve que c'est pas cohérent. Et donc c'est vrai que j'aime bien effectivement articuler ces deux notions d'écologie et de solidarité avec ce souci des plus fragiles, des rejetés aussi de la population. Cette attention, et c'est ce que nous a très bien montré le pape François notamment, de vraiment faire une attention particulière aux personnes qui sont exclues de la société pour tout un tas de raisons. Et même si c'est pas facile, et bon, parfois c'est... en fonction aussi des personnes, de leur parcours de vie, et ça peut être des échecs, la vie en colocation se passe pas toujours bien. Mais voilà, au moins on essaye de poser un autre regard et vraiment de voir nos frères dans des personnes qui ne nous ressemblent pas du tout et qui pour autant, ça donne vraiment lieu à des rencontres magnifiques et des apports mutuels assez extraordinaires. Alors moi je suis jeune bénévole du coup au Secours Populaire et je suis également stagiaire. Et en fait ce qui m'a poussée à m'engager en tant que bénévole, c'est le fait que j'ai pu participer à la journée des vacances, des oubliés des vacances, pardon. Alors en fait cette journée c'est une journée en août que le Secours Populaire crée pour tous les enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances, parce que selon le Secours Populaire, et je pense que ce qui est normal, c'est un droit de partir en vacances. Et donc malheureusement pour ces enfants qui ne partent pas, il y a des activités qui sont mises en place. Et donc l'année dernière, c'était les 80 ans du Secours Populaire, donc il y a eu énormément d'enfants qui sont venus à Paris. Donc des enfants de Corse, il y avait des enfants des Brésiliens, des Chinois, du sud de la France, c'était incroyable. Et j'ai eu la chance du coup de travailler sur ce projet-là, avec des amis à moi, mais également avec des plus âgés. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même vision des choses sur certains sujets, mais ça s'est très très bien passé, il n'y avait pas de... Comment dire? Ouais, il n'y avait pas de tension, c'était cool. On travaillait, on était tous là pour le même but, c'était de voir des enfants sourire et s'amuser. Et c'est vrai que je n'avais jamais vu autant de jeunes engagés au Secours Populaire, parce que généralement, et je pense que je ne suis pas la seule, mais quand on parle de bénévolat, c'est beaucoup plus des personnes âgées qui y sont. En tout cas, moi j'ai croisé que des personnes âgées quand je croisais le Secours Populaire. Et pour autant, sur Paris, il y avait énormément de jeunes de mon âge qui étaient là pour le même but, et c'était super. Ce qui est quand même troublant aussi, alors, comme journaliste, on entend, alors, est-ce que c'est amplifié, et je voulais vérifier avec vous. Vous êtes aussi une génération qui est confrontée à... Vous recevez un modèle, une société qui commence à toucher ses limites. On voit les limites planétaires, on voit les limites écologiques, et on vous dit à vous, jeune génération, qui n'êtes pas responsable de cette situation, de dire c'est vous qui devez trouver la solution à ce que nous on a fait. Et on voit l'impact que ça peut avoir en termes d'éco-anxiété des jeunes, des adolescents, qui ont déjà intégré une angoisse par rapport à l'avenir, ou par rapport à des crises sociales, ou la pandémie, le Covid et tout ça, qui ont créé des anxiétés durables. Est-ce que c'est ce que vous voyez autour de vous, ou pas du tout? Moi je trouve que c'est assez ambivalent. On a une partie de la société... Moi j'ai deux groupes différents d'amis. Ceux qui sont au Scout et Guide de France, ceux qui sont à l'aumônerie, ceux qui sont dans mon cercle d'amis plutôt avant 18 ans, quand j'étais encore sur Palaiseau, etc. Et après j'ai mon cercle d'amis de l'université,
où on vient de tous des endroits différents, où on ne vient pas du même endroit en Ile-de-France, et on a quand même deux visions différentes des choses. C'est vrai que dans mon cercle d'amis, moins de 18 ans on va dire, on est au courant de ça. On a été éduqués via les SGDF, on a été éduqués à tout ça. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de se voir plus tard, parfois, de se dire, bah, en fait, là je travaille, j'apprends des choses, etc. Mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact plus tard? J'ai été passionnée par la publicité. Bah, en fait, la publicité, c'est de la consommation. Est-ce que j'ai envie de travailler là-dedans, dans la consommation, dans toujours vouloir pousser à ce que les autres consomment? Et c'est vrai que je n'ai pas trouvé de sens là-dedans, c'est pour ça que je suis partie dans la culture. Et après, par contre, ce que j'ai vu chez mes amis de l'université, c'est que aussi il y a, bah en fait, vous les générations avant, vous avez profité, et nous aussi on a envie de profiter de notre jeunesse, prendre un billet d'avion pas cher pour partir une semaine dans les Balkans, parce que oui, un billet d'avion à 20 €, ça donne envie de prendre une semaine de vacances, et c'est quelque chose que je comprends énormément. Mais en même temps, ça me frustre énormément de me dire ça, parce que bah, forcément, on a tous envie de partir à la plage pour pas cher, etc. Du coup, je pense qu'il y a une ambivalence. On est tous au courant des problèmes écologiques, etc. Mais juste, il y a une envie aussi de profiter de sa jeunesse, même si on peut profiter tout en profitant de l'écologie, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une colère par rapport aux générations précédentes? Je pense pas qu'il y ait une colère, juste une incompréhension, parce que on est tout le temps en train de nous dire il faut faire. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est la ligne d'avion Paris-Munich subventionnée alors que le train de nuit est supprimé. C'est ça qu'on comprend pas. On comprend pas. C'est ce que j'avais envie de rajouter aussi, c'est que parfois il y a un peu des discours réutilisés en politique, et enfin on vient nous parler d'écologie, nous faire des grands discours, etc. Et à côté de ça, on apprend que les encombrants qui sont récupérés par la ville, ils vont être enfouis en décharge. Enfin, moi, c'est des choses que je comprends pas très bien, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il y a plus une ambivalence sur finalement on nous demande à titre personnel de faire des efforts, mais quand ça favorise l'économie ou les marchés internationaux, bah là on laisse faire, parce que derrière il y a des questions d'argent. Donc moi c'est plus ça qui me met en colère en fait, c'est le discours à deux vitesses. Et puis aussi en fonction des pays. Enfin, nous en Europe on nous en parle beaucoup de questions d'écologie et de faire attention, etc. Mais dans d'autres pays ils sont beaucoup moins sensibles à ces questions-là. Et donc finalement, à quoi ça sert que nous on fasse des efforts si derrière l'autre moitié de la planète participe pas non plus. Parce que du coup, l'articulation entre les inégalités sociales, dont tu peux être témoin là où tu vis, et les inégalités entre pays riches et pays pauvres, et les inégalités écologiques entre ceux qui pillent et ceux qui sont pillés, est-ce que vous faites le lien naturellement pour vous, ou bien ça reste encore trop lointain pour vous? Est-ce que pour vous tout est lié dans toutes ces questions-là, entre solidarité et écologie? Moi je pense qu'il y a un lien quand même, effectivement, notamment, moi je le vois un peu à la coloc. C'est vrai que parfois j'ai l'impression que du coup les problématiques écolo, c'est des problématiques de gens qui ont les moyens de pouvoir choisir entre telle ou telle chose. C'est vrai que dans des milieux peut-être plus populaires, on va avoir tendance à utiliser beaucoup de jetables, des assiettes en plastique, des trucs. Et moi je le vois, dès qu'on organise une réunion, mais même avec les jeunes pros à Évry, en fait très vite on prend des couverts en plastique, des verres en plastique, et puis on jette tout à la fin de la soirée, et c'est quand même un peu dommage. Donc ça demande aussi toute une logistique, tout un état d'esprit où il faut anticiper, il faut amener ses éco-cups, il faut amener, faut avoir des couverts sous la main, derrière il faut faire la vaisselle, il y a quand même une logistique. Et puis de fait aujourd'hui
les produits bas de gamme, donc les moins chers, c'est des produits qui sont une catastrophe environnementale et nutritionnelle. Donc effectivement, moi j'ai un peu l'impression que aujourd'hui l'écologie c'est plus un problème de riches entre guillemets. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. La jeunesse, ça change très vite. Et je pense à juste il y a 10 ans en arrière, j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement, qu'aujourd'hui, ces questions écologiques, dans la jeunesse, disons les 20-25 ans notamment, se traduit par des actes personnels sur son mode de vie, et aussi par des actions concrètes, et moins sur du collectif, de la revendication, notamment dans le champ politique. On voit une grosse abstention aussi chez les jeunes aux élections. Mais par exemple, il y a 10 ans, il y avait les marches pour le climat, qui n'existent plus du tout. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne font rien, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus actifs de façon plus concrète et plus personnelle que collective. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu depuis 10 ans, il s'est passé quelque chose, le Covid. On est une génération où on était collège, lycée, primaire, enfin voilà. Et en fait, pendant 3 ans, tout s'est arrêté. On n'est pas allé en classe, on n'a vu personne, on faisait tout en ligne. Et en fait, il y a eu vraiment un réel gap, et c'est vrai que les Fridays for Future, ils ont disparu depuis le Covid en fait, parce que avant on pouvait plus venir, on pouvait vraiment être ensemble, etc. Il y a eu le Covid, le fait de, pendant 3 ans il ne s'est rien passé, et une habitude ça se perd très vite. Et puis après il y a eu tous les problèmes aussi politiques, et je pense que la politique internationale pèse sur les jeunes générations, parce que forcément, comme je disais tout à l'heure, on étudie pourquoi la guerre en Iran, Donald Trump, le génocide à Gaza, je pense qu'il y a des grosses difficultés et on n'arrive pas à se projeter, et c'est pour ça qu'on va rester plus dans l'individuel, parce que le Covid nous a individualisés aussi. C'est ça. Et dans la même, bien fort. Dans la continuité de ce que Alice dit, je trouve qu'il y a aussi une certaine vision de la jeunesse qui s'engage aujourd'hui en France. Moi je le vois beaucoup sur Paris, je fais beaucoup de manifestations, et c'est vrai que c'est beaucoup de manifestations souvent qui sont liées à la Palestine et tous les peuples opprimés dans le monde aujourd'hui. Et c'est vrai que ces engagements politiques ont tendance à être beaucoup réprimés, et même les politiques ont envie de mener certains jeunes dans les facs via les syndicats, via d'autres choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça se passe beaucoup en ligne, parce que les jeunes ont aussi un peu peur parfois de la répression qu'il peut y avoir avec la police, par exemple. C'est des choses classiques, mais ça s'est beaucoup augmenté ces dernières années, et notamment depuis les Gilets jaunes aussi. Donc je pense qu'il y a un peu une crainte aussi de s'engager de nos jours physiquement, de s'asseoir devant des entreprises comme Total pour faire un blocage pacifiste. Même ça c'est réprimé, alors qu'il n'y a rien, aucune action. Et après, pour rebondir, je pense qu'on est 3 personnes qui s'engagent. Eva, elle est au secours populaire. Moi, je suis au SGDF, je suis bénévole événementiel, je fais beaucoup de choses. Geneviève, tu fais aussi beaucoup de choses, et je pense qu'on a l'impression qu'on ne s'engage pas, juste parce que si on le fait de notre côté sur des... je suis allée à Change Now l'année dernière, qui est le plus gros congrès écologique du monde. Et il y avait 200 bénévoles, la moitié, ils avaient moins de 30 ans. Moi, je vais rebondir aussi. Je suis professeure à l'école d'agro. Je travaille dans un laboratoire pharmaceutique, mais ça m'arrive de donner des cours. Et j'ai été assez surpris de voir les étudiants. On parle de l'éco-anxiété. En effet, il y en a qui vont mal. Il y a beaucoup de jeunes qui vont mal, mais il y a aussi des jeunes qui vont bien. Et vraiment, ces jeunes-là, ils se mobilisent. Et mobilisent beaucoup et beaucoup plus vite que nous. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des réseaux, ils ont des moyens, et j'étais assez surpris finalement de voir ces élans de solidarité, la capacité de ces jeunes à travailler ensemble, en collaboratif, et à proposer des idées nouvelles.
Moi, je vois des jeunes qui sortent de dernière année d'école, qui ont des idées plein la tête, qui veulent changer de vie, leur façon de vivre aussi. Et là, on n'est pas dans un milieu, je dirais, catho, alors c'est peut-être des jeunes qui effectivement ont fait des études, hein, donc on n'est pas dans des couches peut-être plus populaires, mais il y a vraiment des jeunes qui ont envie de changer la donne, qui ont envie de changer leur façon de vivre, de proposer des solutions innovantes. En agronomie, il y a beaucoup de choses. Hein. On touche l'agro-industriel, qui est une grosse industrie avec beaucoup de fric, on va être clair, mais il y a des jeunes quand même qui réfléchissent et qui proposent, en tout cas qui essayent de changer les choses. J'aimerais, et puis après on va continuer à faire un tour dans le groupe, sur ce gap-là qui a été dit plusieurs fois entre les milieux populaires qui ont leurs urgences, un peu de survie, etc. Et puis des couches peut-être plus aisées qui peuvent se poser des questions plus macro. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que ça se vit aussi par exemple dans nos paroisses? Est-ce que dans nos paroisses, il y a des cercles d'églises vertes qui seraient plutôt bourgeois et puis des cercles plus populaires qui eux seraient à Saint-Vincent-de-Paul? Est-ce qu'il y a ce genre de gap-là? Ou est-ce que c'est lié à une génération? Comment vous regardez ça? Ou d'autres peut-être dans l'Assemblée hein, qui veulent intervenir sur ce... Parce que si c'est vrai qu'il y a un gap... Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout quand même. Tout et pour tout, c'est-à-dire que c'est pas forcément des jeunes... Alors effectivement il y a l'éducation, hein. Moi je vois des jeunes étudiants, donc c'est ceux qui ont accès à des études, mais qui viennent pas forcément de milieux, enfin qui viennent de milieux différents. Donc il y a cette notion d'éducation finalement. Après, dans nos paroisses, moi je ne me rends pas compte, donc je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est catho ou pas catho. Finalement, c'est un sujet qui touche les jeunes en général. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire que quand même il y a de l'éducation, ou en tout cas par le biais de l'éducation, et une certaine instruction, en tout cas, ou une éducation, on peut arriver à faire bouger des choses aussi. Moi j'ai été dans un collège, un lycée de riches, on va le dire, c'est un lycée public, hein, mais de riches. Et ils partaient en vacances, toutes les petites vacances à l'autre bout du monde. Et c'est pas parce qu'ils sont aisés, ils vont faire attention. Cancun c'est super, hein, mais c'est pas pour tout le monde. Et aussi, ce qu'on fait chez les Scouts et Guides de France, je pense qu'il y a des groupes aussi, vu qu'on est un mouvement catholique ouvert à tous, il y a certains groupes, je pense qu'il y a des différences de revenus entre les différents groupes, mais on a instauré chez les Scouts et Guides de France depuis 2 ans un plafond plancher et un coefficient plancher sur les coefficients familiaux et un coefficient 5, ce qui permet vraiment d'avoir une répartition des coûts des camps et des séjours pour enfants l'été, pour que des enfants puissent partir à moins de 100-200 € les 2 semaines complètes, trajet, nourriture, etc. Et là on reste dans l'écologie parce que forcément c'est des séjours qu'on imagine, tourner autour de l'écologie le plus souvent, éviter de consommer trop. C'est des bénévoles qui s'engagent et c'est pas forcément des bénévoles qui sont aisés et qui, voilà, on est tous des étudiants, on a tous certaines personnes qui vivent seules, etc. Les étudiants, ils ont une précarité étudiante aussi. Et le fait d'avoir aussi une répartition entre le coefficient 5 et le coefficient plancher, bah, ça permet aussi à tout le monde de toucher à cette écologie-là et de réfléchir que, bah, en fait, si on se met ensemble, eh ben, on peut faire de très belles choses et on peut tous vivre la même chose pour essayer d'avancer ensemble. On est presque au bout, il nous reste une petite dizaine de minutes, peut-être que faire remonter les choses de notre assemblée. Oui, voilà. Alors moi je voulais revenir très terre à terre. Depuis 2 ans, on essaye d'organiser une marche de rentrée de notre secteur pendant le mois de la création. Donc on a toujours un petit peu le problème entre thème pastoral et mois de la création. Mais en fait, on organise quelque chose
de tout simple, je dirais. C'est une marche entre un temps de prière dans une église et puis une arrivée et puis un temps de 4 arrêts avec un temps de partage, une présentation en fait d'une association ou d'un mouvement ou d'un service qui fait quelque chose soit pour la solidarité, soit un peu plus sur le terme de l'écologie. Et on propose à l'intervenant en fait de parler 5-10 minutes, de choisir un texte qui lui parle de la Bible, ce qu'il veut en fait, et puis un chant. Et chacun organise en fait sa manière de faire. Et la première année, on avait surtout plutôt des vieux, on va dire. Et puis l'année dernière, on a eu quelques jeunes qui sont venus et qui nous ont dit « Ah, mais c'est super, c'est comme un pèlerinage ». Voilà, on met un peu le mot, ce qu'on veut sous le nom de pèlerinage. Mais je trouve qu'en fait, c'est une proposition qui permet en fait des échanges informels en marchant. Et puis le fait que le témoignage, ça fait écho tout doucement dans les cœurs. Voilà. Et je pense que ça c'est intéressant aussi dans vos équipes d'animation, d'accueillir s'il y a un jeune qui vient, de l'accueillir tout de suite et tout de suite écouter ses idées comme si c'était quelqu'un de votre âge. Parce que on a l'impression qu'on accueille tout le monde, c'est pas vrai. Il y a plein d'endroits où j'ai l'impression que je n'ai pas ma place parce que je suis trop jeune. Là, je commence à grandir, donc je commence un peu à prendre plus d'assurance. Mais à 18 ans, j'ai commencé à m'engager dans certaines choses. Et en fait, je ne me sentais pas à ma place parce qu'il y avait des personnes de 50 ans, 60 ans, 70 ans qui ne voulaient pas m'écouter parce que elle a 18 ans. Enfin, pourquoi elle parle en fait? Du coup, n'oubliez pas de les inclure parce que ils ont... Déjà, ils peuvent accueillir ils peuvent attirer des jeunes, parce qu'on a des cercles sociaux qui sont plus jeunes que les vôtres, c'est sûr. Et puis, ils ont des idées à amener, en fait. Oui, moi je vais rebondir là-dessus, parce que, effectivement, je pense que, de fait, notre génération, pour certains engagés depuis qu'on est assez jeunes, mais pour la vie, on a l'habitude d'organiser, on est un peu dans le truc un peu rodé, même si on innove, mais voilà. Et effectivement, quand des plus jeunes arrivent, et l'écoute, elle est bon, on t'écoute, tu parles, mais en fait on t'écoute pas. Parce que non, ça va pas marcher. Non, de toute façon, on a toujours fait comme ça, et puis ça marchait bien comme ça, donc pourquoi on ferait autre chose? Voilà, et c'est vrai que je pense que, il faut vraiment qu'on se dise tous que quand on a un jeune, non pas il faut forcément dire qu'il a raison, c'est pas une histoire de, il est plus que les autres, mais si on veut effectivement viser un public plus large que le nôtre, on a une chance folle quand il y a 1, 2 ou 3 jeunes qui sont là, de pouvoir effectivement essayer d'entendre quelques pistes de manière de faire, d'idées qu'on n'aurait pas eues, et puis de partir de là. Ça veut pas être, voilà, de partir de là, donc partir de cette idée-là et pas dire a priori, oui, non mais c'est intéressant, mais enfin bon, nous on a déjà fait ça, l'année dernière on a fait ça, bon on va juste changer, ça a bien marché l'année dernière, effectivement tu reviendras pas l'année d'après. Mais c'est dans les deux sens aussi. C'est dans les deux sens parce qu'on entend et je trouve ça bien, pour le coup je suis entre autres enseignante, donc c'est vrai que les jeunes nous disent beaucoup. C'est toujours la parole encore plus de l'enseignant, de l'adulte. Donc on n'entend pas assez les jeunes. J'ai aussi ressenti ça quand j'étais plus jeune, là j'ai 42 ans, donc je suis peut-être au milieu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas j'ai vécu à 20 ans un peu ce que tu dis. Donc je comprends ces jeunes qui arrivent, qui disent ça, ces petites idées un peu nouvelles, et puis ce PEPS qui redynamise aussi beaucoup de choses, mais les personnes qui sont plus âgées, peu importe l'âge, il y a aussi l'expérience, il y a aussi la vision qui est quand même plus globale des situations, et puis ces personnes-là, elles ont quand même laissé des traces, et moi c'est ça qui m'intéresse vraiment dans l'intergénérationnel, c'est aussi d'apprendre aux jeunes à écouter, parce que on l'a entendu dans la conférence justement d'avant, on parlait de temps,
Pour moi, le temps voilà, fait son affaire de beaucoup de choses, mais ça prend du temps. L'écoute est importante. Et nos jeunes aujourd'hui sont vraiment beaucoup moins dans l'écoute. C'est une question de société, hein. C'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont de cette génération-là. Donc c'est aussi ce partage-là. Et on a vraiment besoin des deux, parce que nos jeunes, ils ont aussi besoin de repères, ils ont aussi besoin de cadres, et ça ne s'invente pas. Donc moi, l'intergénérationnel, pour le coup, c'est vraiment c'est pas un travail, même s'il peut aussi parler de travail, mais c'est un partage dans les deux sens, et les deux doivent pouvoir rebondir sur les uns et les autres. Je voulais dire, parce qu'on a beaucoup entendu là que le jeune devait être entendu, mais dans l'autre sens aussi, quand même. Et ça s'apprend, parce que c'est pas simple. Merci. Ouais, moi, je voulais réagir et pardon d'avance si je sais pas, peut-être j'exprime mal les choses, mais il y a quelque chose parmi tout ce qui s'est dit qui m'a gêné, c'est la posée du débat ou la discussion qu'on avait en classifiant les générations, en les nommant. Je sais que c'est ce que font les médias, je sais que c'est la manière de présenter et de poser un tel débat, mais avec l'âge que j'ai 62 ans, je ne me ressens pas du tout d'une génération qui en a profité. C'est pas du tout moi la manière dont j'ai vécu. On m'a plutôt souvent traité de chiant qui ramenait des problèmes et qui... Mais pourquoi t'es pas heureux? Pourquoi regarde tout ce que tu peux faire. Et c'est vrai que notre génération, on n'avait pas non plus de billets d'avion à 20 € pour aller à Ibiza. Ça n'existait pas non plus. Donc je veux dire, de cette manière, à nouveau, c'est juste pour poser voilà, ce que je ressens, ça me paraît, ces manières de poser me paraissent caricaturales, et même si ça lance les débats, je ne crois pas que ça facilite le débat intergénérationnel. Ce qui a été dit tout à l'heure, par exemple, sur la Covid, moi je travaille dans un laboratoire de recherche, je voyais arriver ce problème-là, je le voyais énormément, c'était clair. Et la hiérarchie, par contre, ne le voyait pas du tout. Elle était juste dans le faire ou dans les choses comme ça. Et il est arrivé, et vous vivez effectivement exactement ce que je ressentais. Et moi, dans les relations avec les jeunes générations, autant j'ai fait toute ma carrière, j'avais pas de ressenti justement de changement dans les relations que j'avais avec les plus jeunes, avec qui je travaillais, moi dans mon laboratoire. Tout d'un coup, à partir des années 2023, je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'il y a eu un mur qui s'est construit. Et ce mur, il a été instrumentalisé d'ailleurs par la société, si on peut dire. Mais en fait, ça me faisait d'autant plus, entre guillemets, chier, parce que je savais que ça allait être dramatique, qu'il fallait aider ces choses-là, accompagner ça. Ça n'a pas été fait, et le mur s'est bâti, et c'est de notre faute, quoi. Alors moi, ça me fait mal un petit peu. Et puis, ce que j'ai ressenti vis-à-vis, par exemple, de ce qu'allait se passer post-Covid, je le ressens actuellement avec ce qui se passe en télétravail. Je me dis, attention, au télétravail, on part tout azimut, mais et on généralise, et il faut certainement généraliser, par exemple, pour les économies de gaz à effet de serre. Éventuellement, ça a été abordé dans cette salle il y a quelques heures, mais ça n'exclut pas d'y penser, d'y réfléchir, et comment éventuellement ça va nous isoler. On est déjà isolé en intergénérationnel par les médias qui nous disent c'est parce que vous ne savez pas communiquer, vous n'utilisez pas TikTok pour dire qu'il y a tel rassemblement à cet endroit-là. TikTok, il n'est pas fait pour relier les gens, il est fait pour gagner de l'argent, il faut quand même se méfier un petit peu. Moi, c'est ce que je ressens, et je donne de leçons à personne, je m'excuse par avance. Et à nouveau, plutôt, j'avais commencé d'abord par m'excuser, mais voilà, moi, je passe très... Voilà, évitons des clichés. Voilà ce que je ressens, c'est une réaction plutôt que une question. Merci. Importante. Peut-être pour finir, on vous redonne la parole à chacune. Du coup, je trouve ça super intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que du coup, je suis la plus jeune, et moi, le Covid, j'ai vécu, j'étais en 5e, donc je suis revenue au collège, ma dernière année de collège, et c'est vrai que tous ces mouvements sociétals, je ne l'ai pas vécu de la même manière, et je la rejoins un peu, mais c'est vrai que l'idée qu'on a des plus vieux, c'est que vous avez profité des choses. Et en discutant avec des plus vieux, je me rends compte que pas forcément, et qu'il y avait déjà des mouvements et que les gens s'engageaient déjà avant le Covid. Mais c'est vrai que les médias ou la manière dont on nous montre les choses, c'est plutôt que c'est à nous de réparer les erreurs des autres. C'est à nous plus jeunes de faire attention parce que ceux qui étaient là avant nous n'ont pas forcément fait attention à ce qu'ils faisaient. Et par conséquent, du coup, ça nous met un peu un poids. Genre, moi, je le vis bien, ça va, parce que j'ai grandi dans ça un peu, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le vivent très mal, parce qu'ils sont en mode pourquoi je devrais faire plus attention que quelqu'un qui a 50 plus que moi, pas forcément vous, mais juste 50 plus que moi, qui n'a pas eu à faire attention. Et
c'est un peu relou. La maman, au passage, comment elle réagit dans ces tensions entre générations? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Alors, les tensions entre générations, moi je suis voilà, la chemise violette, et la chemise violette au scout, c'est celui qui aide et qui accompagne. Donc moi, l'intergénérationnel, ça me parle. Je pense qu'on a tous des choses à s'apporter. Moi, j'ai des choses à transmettre et j'essaie d'être à l'écoute des jeunes. Voilà, alors j'ai des enfants avec qui j'ai des discussions aussi un peu musclées parfois, mais voilà, je pense que vraiment le sens de l'intergénérationnel, c'est ça, c'est essayer de s'apporter chacun l'expérience. Moi j'aime bien, ça me parle, ce que vous avez dit tout à l'heure. On peut essayer d'apporter des choses et puis d'être à l'écoute pour les accompagner et les faire grandir dans leurs idées aussi, faire changer les choses. Merci. Un petit mot pour finir, juste pour une dernière conviction ou quelque chose que tu as entendu. Ça va? Ça va? Moi, juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à un peu cette différence entre les âges, on va dire, parce que bon, à 5 ans d'intervalle, c'est pas une génération d'écart, mais moi je pense qu'aujourd'hui le problème il est plus là en fait. C'est pas une question que moi je dois faire plus attention que mes parents ou quoi, c'est que la situation de notre planète est là aujourd'hui, donc en fait ça concerne tout le monde et ça concerne jeunes ou vieux, bébés, vieillards, tout le monde est concerné aujourd'hui par cette problématique. Et moi je pense quand même qu'il y a beaucoup d'espérance, notamment parce qu'il y a de plus en plus de choses qui sont développées justement avec cette prise de conscience écologique un peu généralisée, que ça soit des plastiques qui se dissolvent dans la mer, que ça soit des arbres qui sont replantés avec différents moteurs de recherche. Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de petites initiatives. Alors peut-être que isolément on se dit c'est rien du tout et c'est une goutte dans l'océan, mais c'est petit à petit et puis mis bout à bout qu'effectivement on va arriver à avoir un impact plus global. Voilà, et moi je reste assez confiante en Dieu et en l'espèce humaine. Des conclusions.